Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Bonjour à ceux qui nous suivent le matin. Bienvenue donc à ce Market Live Action. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Je rappelle que le Market Live est en décalé, il est actuellement 15h20. Nous serons donc ensemble tout de même pendant une trentaine de minutes. Nous verrons ensemble une actualité des entreprises, toujours avec des résultats et d'autres informations pas forcément positives. Nous regarderons donc les actions d'abord, encore une fois, les actions avec Tencent Group et Iliad, et nous passerons aux indices à la fin pour laisser donc le temps au marché américain d'ouvrir. Je rappelle, il est 15h20. Nous commencerons donc tout de suite avec l'actualité des entreprises, toujours donc des marchés qui restent très soutenus par la Fed, par les rachats d'actifs, malgré donc des résultats extrêmement décevants de la plupart des entreprises. Malgré tout, et c'est ce qui drive un peu les marchés au niveau du S&P, au niveau du Nasdaq, donc des sociétés des géants technologiques et de l'internet pour certains qui résistent bien à la crise, mais tout de même certaines réductions donc probablement dans les résultats pourraient amener finalement à une valorisation qui serait bien trop élevée si nous avons des résultats qui sont en dessous de ce qui avait été prévu, alors que les valorisations elles continuent de progresser. C'est ce que nous constatons depuis le rebond de mars avec ce décalage entre la valorisation, en tout cas entre les marchés actions et l'économie qui s'écarte de plus en plus. Et donc, pour le moment, les marchés actions continuent d'acheter. Bien sûr, la Fed est un soutien important, hein. Nous avons donc un marché qui est fait par la Fed, étant donné que l'économie ne fonctionne plus. Nous avons tout de même ces achats et ces prêts à taux zéro quasiment qui permettent en effet aux entreprises de subir la crise, d'avoir des liquidités suffisantes, mais cela ne permet pas de gonfler la demande. Donc au niveau de l'offre et au niveau des sociétés, en effet, cela permet un soutien. Au niveau de la demande, ce n'est pas un chèque de 1 200 $ aux États-Unis ou de 600 $ aux États-Unis qui permettra de soutenir la demande. Donc attention tout de même si les marchés restent extrêmement positifs. Malgré des risques de deuxième vague, nous voyons les futurs américains qui sont en hausse actuellement. En tout cas, nous reprendrons, je le dis, les indices. Nous le ferons donc à la fin pour laisser les marchés américains ouvrir. Il est 15h22. Nous commençons ici les biotech qui sont plutôt en hausse. Ici, malheureusement, Genfit qui était très volatile mais qui avait repris une forte hausse en tout cas depuis le mois de mars, a pris moins 70% avec des résultats négatifs avec un S, résultats négatifs de l'étude de phase 3, donc dans le NASH. Nous avons donc ici également ArcelorMittal avec Moody's qui dégrade en junk et la note de crédit donc d'ArcelorMittal qui est plutôt inquiétant ici, et l'émission de nouvelles actions et obligations convertibles, ce qui pourrait également diluer le capital. Nous avons ArcelorMittal qui a baissé de plus de 10% au début de journée. Alstom qui est plutôt solide, le résultat 2020-2021 sera impacté. Mais la confiance toujours dans les objectifs de moyen terme, donc tout de même une confiance assurée au niveau de Alstom qui a un impact qui reste assez modéré, et le rachat de Bombardier est toujours sur la table et est confirmé. Allianz dans les assurances, attention à l'année 2020 pour les assurances, la baisse de 29% du bénéfice net au T1 et le ratio de profitabilité donc qui est utilisé chez Allianz qui baisse de 4,1 points de pourcentage et qui est une très forte baisse. Et attention à cette année 2020 et aux assurances, au secteur des assurances. On peut comprendre pourquoi avec bien sûr le coronavirus. Tesla pour terminer, Tesla qui était en hausse également, malgré donc, c'est une bonne nouvelle de savoir que Tesla, la seule usine aux États-Unis, hein, une des seules, en tout cas une des deux usines de Tesla au monde, et ici une en Chine, une en Californie et une qui est en train de se construire à Berlin. Ici en Californie qui est toujours avec des restrictions, Elon Musk a donc réouvert l'usine malgré les interdictions et se disait prêt à être arrêté s'il le fallait. En tout cas, Tesla continue de poursuivre sa hausse.
Malgré un secteur automobile, malgré des perspectives sur le secteur automobile qui restent pour le moment à court terme décevantes, malgré une entreprise donc qui était en perte avant la crise, nous avons tout de même une société qui continue de progresser. On voit bien justement à quel point la bourse est complètement décorrélée de l'économie et est plutôt sur... D'accord, la bourse est donc prospective bien sûr, hein, mais quand on voit à 10 ans plus tôt, cela n'a plus aucun sens parce que Tesla, certains voyaient des chiffres d'affaires et des revenus extrêmement importants. Ici, la capitalisation boursière de Tesla est de 150 milliards de dollars pour une société qui a fait 3 trimestres d'affilée de résultats nets qui ne se comptent pas en dizaines de milliards ici. Et tout de même, le secteur auto, les marges sont extrêmement serrées, même si bien sûr Tesla, cela englobe d'autres technologies. Mais attention tout de même, mais cela surtout montre cette décorrélation donc entre l'économie globale et justement la valeur des actions. Nous le voyons sur le cas de Tesla, mais sur d'autres également avec des valorisations extrêmement importantes dans tout le secteur technologique, ce qui rappelle notamment la bulle Internet. En tout cas, on revient ici, on va pouvoir passer aux actions, comme je le disais, nous regarderons les indices par la suite. Nous allons commencer avec ThyssenKrupp, donc on le connaît plutôt par les ascenseurs, mais dans quelques mois, cela n'existera plus, en tout cas, n'appartiendra plus au groupe. Ici, c'est donc plutôt un fleuron de l'acier, de la métallurgie en Allemagne, qui est en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Il y avait eu d'ailleurs notamment, en tout cas il y a eu des baisses importantes durant les dernières années, et ici donc comme je le disais on le connaît surtout aux ascenseurs, cette division va être vendue et cela est confirmé pour 17,2 millions d'euros. Donc la compagnie d'ici là a une facilité de crédit de 1 milliard d'euros garantie par l'État dans l'attente de cette vente qui lui apportera seulement 17,2 millions d'euros. Et donc, on va le voir tout de suite, au vu des résultats, cela pourrait être une miette de pain par rapport aux besoins de la société qui a besoin également, qui a une intensité capitalistique importante étant donné que c'est la métallurgie. Pour revenir sur les résultats, nous sommes en décalé. L'exercice fiscal chez ThyssenKrupp, c'est octobre-septembre. Ici, le T2, donc bien janvier-mars, 948 millions d'euros de pertes. Donc multiplié par 5 par rapport au T1, au T2, enfin en tout cas les 3 premiers mois de l'année de 2019. Multiplié par 5 à 948 millions d'euros. Le T3, donc ce sera de mars à juin. La perte pourrait atteindre 1 milliard d'euros, pourrait d'ailleurs la dépasser avec cette multiplication importante. Nous pourrions voir une accélération si le Covid, ou en tout cas si les risques demeurent. Le résultat opérationnel également est négatif malheureusement, ce qui traduit justement de cette au-delà de la gestion de la société, au-delà des autres activités, c'est l'activité core, le résultat opérationnel, l'activité même en baisse et qui est négatif à moins 80 millions d'euros. Malheureusement justement ThyssenKrupp, nous parlions de Tesla qui va très très bien, nous parlons de ThyssenKrupp qui dépend du secteur auto qui lui va très très mal, comme le secteur auto d'ailleurs. La facilité de crédit, j'en parlais à l'instant, donc de 1 milliard d'euros garantis par l'État, selon le groupe, donc en attendant justement cette vente de la division ascenseur, mais qui est prévue pour septembre, mais de seulement 17,2 millions d'euros, qui aurait pu auparavant justement servir à la société pour essayer de rebondir, de reprendre un peu la croissance. Cela va être très difficile. Les 17,2 millions d'euros seront très probablement les bienvenus, mais il est possible que cela ne serve absolument pas. Et ce milliard d'euros garanti par l'État, au vu des résultats et de l'activité qui faiblit, cela pourrait être difficile. En 2 trimestres, l'activité, ou en tout cas le groupe pourrait perdre presque 2 milliards d'euros. Il devrait également donc fermer ou vendre des actifs pour soutenir la trésorerie. Donc attention à cette société, enfin en tout cas attention au secteur déjà, on l'a vu sur ArcelorMittal d'ailleurs qui
qui était en forte baisse. Et ici, de même, la demande pourrait mettre du temps à remonter. ThyssenKrupp est déjà sous pression de façon importante et avec la multiplication par 5 ici de la perte nette qui pourrait être encore plus, et nous parlons seulement d'une perte nette sur un trimestre. Voilà, quand on compare à cette manne d'argent qui devait venir, qui est de 17,2 millions d'euros et qui devait servir au groupe pour essayer de réinvestir ou en tout cas de retrouver la croissance, cela va être très difficile pour la société. Toujours est-il, nous allons le regarder tout de suite sur le graphique. Il pourrait y avoir, sur le graphique en tout cas, nous allons aller sur ThyssenKrupp, c'est ici le Bitcoin. Voilà, ThyssenKrupp donc, ici, qui est en baisse, hein, on est en 15 minutes, on va regarder tout de suite en journalier, après cette atteinte de l'extension de Fibonacci, hein, qui avait plutôt bien fait, bien servi de support ici, avec le plus bas que l'on a observé en mars, hein, justement, on va y revenir très probablement, ce Fibo, justement, avec la hausse, voilà, le plus bas qu'on avait vu en 2016, et puis cette hausse importante, et comme je le disais, donc la société est quand même sous pression depuis un certain temps, la guerre commerciale n'a rien arrangé, entre la Chine et les États-Unis, mais également les États-Unis avec l'Europe. Et puis, bien sûr, le Covid qui a complètement permis, en tout cas qui a envoyé le cours de l'action en forte baisse. Mais cette extension de Fibonacci qui a plutôt bien marché, voilà, hein, nous sommes sur le plus bas historique, hein, sur le graphique. Donc, en tout cas, le retour que j'ai ici sur les années 97, on est allé bien en dessous. Nous sommes retournés sous ces 5 euros. Cet ancien plus bas ici des années 2003 avant l'accélération. Voilà, donc nous sommes sous les 5 euros ici. Cette tendance pourrait se poursuivre. Le plus bas également d'avril 2020, donc, qui était sur les 4,23. Donc nous pouvons voir ici déjà un comblement du gap, ce qui d'ailleurs serait une des seules sociétés où quasiment... lorsqu'on regarde les valorisations qui vient combler les gaps à la baisse, hein. On est loin des américaines qui viennent combler tous les gaps à la hausse. Ici, bien sûr, c'est un secteur sous pression qui, je le rappelle, est dépendant du secteur automobile, mais de la même façon, hein, si on compare Tesla ou le secteur automobile européen, rien à voir. En tout cas, ici, 4,23, nous l'avons cassé, donc il pourrait y avoir une opportunité de rebond très court terme sur ce plus bas, hein, ce plus bas historique, avec une baisse ici en quelques séances. Si on revient ici sur le plus haut du 30 avril, on est déjà sur une baisse de 40%. Donc c'est tout de même une baisse importante. Attention tout de même à cette action, il y a des risques importants à moyen et long terme, mais tout de même avec l'euphorie des marchés, hein, qui continue de grimper malgré les risques importants, hein. Le DAX ici est à plus 0,25%. Donc même si nous avons un ralentissement de la volatilité, un ralentissement de la tendance haussière, les marchés restent en hausse et continuent d'être en hausse malgré tous les risques importants. Et donc si, comme une banque américaine, je crois que c'est Goldman Sachs ou JP Morgan qui précisait que la bourse de toute façon pouvait oublier 2 trimestres ou 3 trimestres de baisse et donc continuer sa poursuite haussière. Autrement dit, il n'y a qu'un sens pour cette banque américaine. C'était simplement une remarque, hein. Ce n'est pas non plus un dossier qui a été sorti, mais c'était une remarque en précisant que les actions, les entreprises pouvaient passer outre, en tout cas les marchés financiers pouvaient passer outre 2 ou 3 trimestres de baisse, qui est complètement hallucinant par rapport à justement l'anticipation. Donc finalement, où anticipe la bourse plus de 3 trimestres, un an ou plus, parce qu'il peut y avoir d'autres crises derrière. N'oublions pas qu'après la crise des subprimes, qui était une crise différente, une crise financière plutôt, il y a eu la crise de la dette 2 ans après un rebond en mars 2009. En 2011, les marchés sont repartis à la baisse. C'est un autre sujet. En tout cas, sur ThyssenKrupp, nous avons cassé les niveaux. L'objectif ici pourrait venir sur les 3,84, voire bien sûr ce plus bas, cette extension de Fibonacci sur les 3,46, 3,50. Qui pourrait permettre un rebond de court terme. Mais attention, plutôt du court terme, sous les 5 euros, nous sommes quand même sur une tendance baissière. Hein. Les 5 euros, je le rappelle, c'était l'ancien plus bas historique avant la crise du Covid. Mais ici, donc, sous ces niveaux, on peut essayer de toucher les 3,88, mais si à l'ouverture, parce que nous sommes en forte baisse, sous les 3,88, nous pouvons chercher les 3,45 ici, pour un rebond très court terme. Attention aux risques sur ThyssenKrupp, qui sont par la suite, sur une baisse. Nous pourrions d'ailleurs, s'il y a une aggravation, voir un nouveau plus bas historique sur l'action. Voilà, nous passons tout de suite à une seconde action qui va beaucoup mieux, un secteur assez défensif avec Iliad du haut de 7% quasiment du chiffre d'affaires au T1 et qui confirme ses objectifs moyen et court terme.
Donc on l'avait déjà vu, hein, Iliad, Orange, toutes ces sociétés qui sont plutôt haussières, qui sont plutôt défensifs. Bien sûr, peu de gens pendant la crise vont réduire leur téléphone, leur forfait de téléphone, leur forfait internet, au contraire d'ailleurs, avec ce confinement. Donc ce type de société résiste généralement à la crise, même si du côté d'Iliad, on a un profil un peu plus agressif par rapport à Orange qui assoit sa position. On voit Iliad qui tente, qui prend des risques, qui va en Italie par exemple, qui semble bien fonctionner. Bien sûr, il y a des risques actuellement à court terme, mais cela n'a pas empêché d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, au niveau du chiffre d'affaires global, on l'a vu, 6,9%, 1,38 milliard d'euros, c'est pour le premier trimestre, égal au consensus des analystes. En France, le mobile, une activité qui est sous surveillance parce qu'il y a des batailles concurrentielles extrêmement importantes, une hausse de 8,1% dans le mobile, avec notamment la part des abonnés avec des promotions extrêmement importantes qui avaient été conduites par tous les opérateurs pour essayer de gagner des parts de marché. Et donc, cela avait réduit donc le chiffre d'affaires et la rentabilité, bien sûr. Ici, cette hausse de 8,1% du chiffre d'affaires dans le mobile est notamment due à cette baisse dans la part des abonnés avec des promotions réduites et donc avec de plus en plus d'abonnés au plein tarif. C'est donc en France, principal marché de la société. L'Italie, 5,8 millions d'abonnés recrutés dans le mobile. Le chiffre d'affaires qui est à 150 millions d'euros maintenant, et qui représente plus de 10% du total, du chiffre d'affaires total, je le rappelle, donc à 1,38 millions d'euros. Également, la progression presque 50%, avec un chiffre d'affaires qui est à 150 millions d'euros, qui était à seulement 81 millions d'euros un an plus tôt. Il confirme donc les objectifs, court et moyen terme, court et long terme. L'EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation, de 2020 devrait être supérieure, la marge en tout cas d'EBITDA, à 40% en France, et la perte en Italie devrait être réduite, bien entendu. L'activité a été lancée il y a peu de temps. L'activité n'est pas encore rentable en Italie, mais les pertes devraient se réduire. En 2024, la part de marché des entreprises toujours située à 4 ou 5% pour 2024 en France. Et l'Italie à long terme, le groupe voit 1,5 milliard d'euros donc par an, bien sûr, sur un chiffre d'affaires donc comment dire, d'environ 5 milliards d'euros, donc 20 à 30% du chiffre d'affaires qui pourrait être occasionné par l'Italie, voilà, ce qui serait un deuxième pays conquis et qui pourrait amener, c'est l'objectif long terme, qui pourrait amener le groupe à se développer dans d'autres pays. C'est déjà le cas, mais pas de façon massive comme on le voit en Italie sur le mobile. Également en Italie à long terme, toujours un équilibre de l'EBITDA, donc avec seulement 10% de part de marché. Voilà donc sur Iliad, une société donc qui s'en sort plutôt bien. On va d'ailleurs le voir sur le graphique à la différence de ThyssenKrupp qu'on a vu à l'instant, qui a subi la crise et qui continue de la subir. Iliad, au contraire, voit son nouveau plus haut, pas historique bien sûr, mais son nouveau plus haut depuis plusieurs trimestres. Ici nous sommes revenus donc sur les niveaux 2018 ici avec cette baisse importante. Il y avait en effet eu une baisse extrêmement importante et la hausse s'était initiée ici justement et notamment un gap haussier. Ici c'était l'opération financière de rachat d'actions par le principal actionnaire Xavier Niel. Donc cela avec une valeur de 120 euros, ce qui avait amené le cours de l'action, justement, on le voit ici, un peu en dessous, et par la suite une accélération. Cette accélération qui s'est matérialisée ou accélérée, justement, en tout cas cette tendance haussière, qui s'est accélérée, et puis le Covid, une baisse importante et un retour haussier. Nous sommes maintenant bien plus haut que ce que nous avons vu justement avant le Covid, à 5% par rapport au plus haut. Au niveau graphique, nous avons cassé justement en tout cas franchi ces 50% de Fibo, qui ont mis en échec ici à 2 reprises, mais surtout qui ont permis le rebond. On l'a vu en 2014, donc c'était il y a quelques années déjà. Et ici, qui a justement avant le Covid, c'était le plus haut avant le Covid sur les 50% de Fibo. Donc un niveau important. Plusieurs clôtures ici nous permettent d'envisager un test des 150 qui pourrait être réalisé assez rapidement, mais surtout de venir combler le gap qui est situé ici sur les 162. Donc 150, une légère hausse attendue en plus, franchissement 162 euros, une société pour le moment qui se porte bien, et même si nous avons une poursuite de
de cette crise. Voilà, c'est une activité qui est assez défensive et donc qui le confirme. Voilà donc pour ces actions, comme je le disais, nous allons terminer donc avec les deux indices, enfin en tout cas nous allons regarder le S&P 500 et nous regarderons le DAX par la suite. Donc le S&P 500 qui vient d'ouvrir, qui est ouvert en hausse 0,17%, pas d'impact de ces craintes sur le deuxième, les craintes sur la deuxième vague. Pour le moment en tout cas, toujours en train d'hésiter, ce que nous disions ce matin, en train d'hésiter sur la moyenne mobile sans période. Le franchissement, nous avons ici tout de même le gap qui a été franchi, qui a été testé puis retour en arrière, la moyenne mobile qui sert de résistance et donc au niveau graphique c'est plutôt un risque baissier important qui pourrait nous ramener sur l'oblique ici une nouvelle fois sur les 2818. Mais la bourse, en tout cas les marchés financiers oublient l'économie, oublient tout cela et pensent Fed, en tout cas suivent la Fed. Don't try to beat the Fed, n'essayez pas de battre la Fed. On l'a bien vu, il y en a qui ont essayé, ils en sont en tout cas très probablement en forte perte. Ici, c'est la hausse de la Fed. Lorsqu'on regarde l'économie, c'est complètement à l'inverse. Et même si la bourse est prospective, voilà, hein, on a fait une émission sur la crise de 2008 et celle-ci justement pour comparer un peu. En 2008, la baisse est arrivée doucement, étape par étape depuis 2017 et puis un choc important. Ici nous avons le choc important et nous attendions par la suite à une baisse plus modérée, mais en fait nous avons une chute importante et un retour haussier important. Pour autant l'économie reste extrêmement sous pression et même Jérôme Powell, président de la Fed qui fait le marché finalement, voit une économie qui ne reprendra pas de sitôt, en tout cas à 100%, mais continue d'acheter et donc les marchés s'intéressent plus à ces achats de la Fed qui en effet soutiennent les marchés mais qui amène à une économie qui est inexistante et donc des marchés financiers qui sont dirigés par les rachats d'actions, par le financement, donc par la création pure de monnaie au lieu de s'intéresser à l'économie. Donc il est difficile en effet de voir une baisse ici, parce que même avec un risque de retour de deuxième vague avec la Chine notamment, même en Corée ou encore nous avons également, ce n'est pas une deuxième vague mais la première est l'accélération sur la Russie, le Brésil et l'Inde qui sont des pays parmi les plus peuplés au monde. Tout cela n'a aucun impact sur le marché financier. Une petite baisse et puis la Fed rachètera quelques milliers de milliards, ce qui permettra de remonter. Donc il n'y a aucune issue, il n'y a aucune porte de sortie, parce que depuis 10 ans, les marchés financiers fonctionnent à ces injections de liquidités. Donc pas de sortie, des taux à zéro, voire négatifs, et puis une économie et des entreprises qui fonctionnent avec la Fed et les banques centrales, donc complètement décorrélées, même s'il y a un chiffre d'affaires qui baisse, tant pis, il y aura des injections de liquidités et des prêts pas chers. Toujours est-il, voilà, ce franchissement de la moyenne mobile sans période, que nous pourrions voir ici assez rapidement, pourrait justement permettre d'accélérer au-delà du comblement du gap et de venir sur des nouveaux plus hauts. Je vous le disais, voilà, nous pourrions voir une accélération plus importante. Et donc, ce franchissement de la moyenne mobile sans période, nous attendons ici un retour sur la moyenne mobile 200, voire sur l'oblique 3043. Le dépassement des 3000 points au niveau graphique devrait permettre l'accélération. Si nous avons un échec ici, sans parler d'économie, puisque cela n'a rien à voir a priori avec l'évolution des marchés financiers, sous la moyenne mobile sans période, un nouvel échec pourrait justement amener à une consolidation, on va dire, jusqu'à cet ancien plus haut ici, qui est sur les 2900-2890. Franchissement des 2890, nous attendons ici les 2820 points sur le S&P 500. Nous passons maintenant très rapidement au DAX. Le DAX de la même façon, qui n'est pas soutenu autant par la BCE qui tarde, qui analyse d'abord la situation au lieu d'injecter des liquidités, mais même si elle soutient bien sûr l'économie avec des taux extrêmement bas, voilà, c'est tout de même les indices américains qui font le marché également et qui permettent aux indices européens également de se maintenir. Toujours est-il, on le voit, la différence entre le S&P ou même le Nasdaq, nous sommes loin, nous n'avons même pas comblé ce gap justement de début mars. Nous pourrions y aller avec un maintien ici au-delà des 10 825, cet ancien plus haut ici,
qui permettrait de venir justement combler ce gap non loin de l'oblique, donc qui est situé sur les 11 500. Il faut dépasser les 11 000 qui a mis en échec déjà la reprise, une tentative de rebond ici, mais bon, c'était un autre problème. Et donc une accélération au-delà des 11 000 devrait permettre de venir combler le gap. Un échec, un retour sous les 10 820. Nous attendons ici un retour donc sur les 10 385. Notre support majeur, ce sont les 10 200, mais bien sûr nous en sommes bien loin. Ici, 2200, le plus bas de 2018, quand il y avait simplement des craintes d'un ralentissement économique global. Nous sommes au-delà. Voilà donc pour ce Market Live. Nous terminons comme d'habitude de publications tournées vers le Royaume-Uni notamment, avec le PIB au Royaume-Uni attendu à seulement moins 2,5%. Un confinement qui a tardé. Nous suivrons donc cela avec attention. Cela pourrait être une des 10 principales puissances mondiales qui a le meilleur, en tout cas la baisse la moins importante du PIB. Nous suivrons cela avec attention, hormis Chine. Nous suivrons en tout cas en Europe, cela pourrait être un des meilleurs PIB, en tout cas un des PIB qui se maintient le plus ici. Nous suivrons avec attention, ce sera donc demain matin pour le UK. Il y aura également la production industrielle et puis les prix à la production également aux États-Unis, moins 0,5 contre moins 0,2, ce sera également demain. Nous avons vu l'indice des prix à la consommation aujourd'hui qui était en baisse et qui a d'ailleurs fait souffrir le dollar américain. Voilà donc pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 11h et également demain à 16h, ce sera pour les matières premières. Très bonne journée à tous.